Ok. Eh bien bonjour, je suis François Vanny, architecte métavers et auteur auto-édité. J'organise le salon des métaversels des libres auteurs et je reçois aujourd'hui Laurent Aldon sur le site du salon du livre et pour une interview et pour découvrir son travail d'auteur. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc je propose, là on est devant ton stand, je vais le montrer un peu dans le cadre de la vidéo. Voilà, on est devant ton stand sur le salon et on va aller se déplacer dans une salle où on est plus tranquille pour organiser, enfin pour mener l'interview. Voilà. Tu me suis? D'accord, très bien. Oui. Éventuellement après on pourra revenir si tu veux montrer tes livres, les couvertures plus en détail. Et bien voilà, mets-toi en face de moi. C'est parti. Là, je mets les caméras en phase avec nos deux visages et c'est parti. Alors, mon document. Alors, on va commencer par une question générale qui te permettra aussi de te présenter plus en détail si tu le souhaites. Et puis, tout simplement nous dire pourquoi tu t'écris, tu t'es mis à écrire, quelle a été ta motivation. Bien, en fait, moi je suis donc maître de conférence à l'Université de Montpellier. Donc j'ai fait des études scientifiques et j'ai toujours aimé créer. Donc j'ai fait de l'aquarelle, j'ai sculpté, j'ai fait de la fonderie d'art. Et là j'avais envie voilà, d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Et j'ai dit, mais pourquoi pas l'écriture? Alors donc en plus, bon, il se trouve que depuis le confinement Covid, j'avais écrit un premier livre, mais là, c'était un plus un livre sur l'innovation pédagogique, car je conçois des jeux pour mes étudiants, pour leur permettre d'apprendre différemment. Et donc, j'avais écrit un retour d'expérience qui expliquait comment mettre du jeu dans la classe. Et sur cet élan, j'ai repris un petit peu des idées que j'avais mis sous le coude depuis des années à travers différentes lectures de romans de science-fiction et de mon vécu de scientifique. Et en mettant tout bout à bout, ben, c'est en train de se concrétiser. Donc j'ai commencé l'écriture d'un roman qui s'appelle Orbita Temporis. De la science-fiction. Alors oui, c'est de la science-fiction et en fait le premier tome, il s'agit d'un voyage dans le temps où quatre scientifiques donc de disciplines différentes tentent de trouver des réponses aux questionnements actuels sur les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de perte de biodiversité et autres. Et donc, toute cette quête, qui au départ est scientifique, va être un petit peu bouleversée par un événement. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler, faudra Hmm. lire les livres. Et donc, à un moment donné, voilà, ça devient plus une réflexion philosophique, éthique et morale. D'accord. Tu as, il est en cours d'écriture ou il a déjà été publié? Alors, le tome 1 est sorti. Euh, le tome 2 là, est en train d'être validé par la mission, enfin, la maison d'édition, je passe par KDP, hein. Et donc ça a été envoyé et donc là j'attends l'aval maintenant, parce que de plus en plus maintenant ils font des recherches sur
Est-ce que ça s'adresse à un discours de jeunes personnes ou pas, enfin, Hmm. et, et là, je suis en train de boucler l'écriture du tome 3 que je vais confier à une collègue qui a accepté de me le lire en bêta lecture. Ok. Et donc, pour qui tu écris? C'est qui ton profil de lecteur? Ou est-ce que c'est tout public? Ben moi, je lis voilà, essentiellement de la science-fiction et de temps en temps des essais, euh, voilà, des essais mais plutôt de la science-fiction. J'ai lu Asimov, Frank Herbert, enfin, voilà, tous les grands classiques, quoi. Hmm, donc, les lecteurs de ton livre, à partir du moment où ils ont une affinité avec la science-fiction, peuvent être vraiment intéressés par le sujet, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais ça reste quand même accessible aussi à un public qui n'apprécie pas forcément la science-fiction, euh, mais qui vont trouver des réponses aux problématiques actuelles, hein, donc sur, comme je disais, sur le réchauffement climatique. Il y a un aspect dans le tome 2 autour de la permaculture, hein. Il y a un petit clin d'œil à l'intelligence artificielle qui est omniprésente, qui nous surveille, hein. Donc une population qui est asservie par l'intelligence artificielle et une autre population qui est un peu plus rebelle et qui vit en marge à la campagne. Voilà, donc ça vient contrebalancer un petit peu la vie citadine et la vie dans les champs. D'accord. Et donc, tes personnages, c'est une communauté? C'est plusieurs personnages individuels qu'on suit à différents moments? Comment ça fonctionne? Alors, on va retrouver quelques personnages, ou en tout cas une référence, un candidat de certains personnages du tome 1 dans le tome 2. Et dans le tome 2, il y a un des personnages qui va être le héros central du tome 3. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, en dehors de la science-fiction, t'as d'autres projets ou tu comptes rester dans ce style littéraire? Alors, j'ai un projet, comme j'adore dessiner, j'ai un projet aussi de bande dessinée. D'accord. Et là, en fait, la bande dessinée, ça va être un petit conte pour enfants. Donc, une histoire illustrée, en fait, qui s'appelle, alors j'ai déjà le nom en tête, hein, qui s'appelle Panic Cookie, où là, ça va être en fait une biscuiterie avec trois héros. Il y a le sac de farine, la motte de beurre hein, et la tasse de sucre. Ces trois héros, en fait, vont tenter de maintenir l'usine de biscuits en état, sachant qu'il y a le malaxeur qui boude, qui veut plus mélanger la pâte, hein. Il y a le laminoir qui fait n'importe quoi, le four qui est déréglé, enfin voilà. Donc il y a tout un tas de petites aventures qui va permettre ben, voilà, aux enfants ben, de découvrir une histoire un petit peu amusante autour des biscuits. Hmm, c'est intéressant. Donc, tu vas l'auto-éditer aussi, ce livre? Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, l'histoire, au départ, c'est un jeu que j'ai conçu pour mes étudiants, Ouais. euh, un jeu de gestion de production industrielle qui amène ben, tous les mots-clés d'un cours classique avec la maintenance industrielle, des machines qui tombent en panne, des stocks à gérer. Et donc, c'était un jeu de cartes, enfin, c'est toujours un jeu de cartes puisque je l'utilise en classe. Ouais. Et à force d'expliquer les règles, d'amener de façon un petit peu ludique toutes ces notions de gestion de projet, j'ai dit, mais là, il y a matière à faire une petite histoire pour les enfants. Donc, D'accord. du coup, D'accord. je vais essayer de faire ça. Alors, comme bah, tu es comme nous, hein, auteur auto-édité,
Et c'est une des raisons de ta présence sur le salon. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à comment tu perçois le fait d'être édité? Qu'est-ce que tu vois qui est difficile dans ce positionnement et facile? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et où est-ce que tu rencontres des difficultés? Comme ça peut peut-être permettre de partager ton expérience avec d'autres auteurs qui se poseraient les mêmes questions que tu Eh ben, puisses, que tu te poses. en fait, c'est un choix parce que j'ai tenté à plusieurs reprises des maisons d'édition, alors des grands noms et d'autres qui étaient moins connus de ma région. J'ai jamais eu de retour, même pas un mail de sympathie, enfin rien. Mhm. Euh, soit j'avais pas la bonne formule, mais j'ai eu aucun retour. Donc un petit peu déçu. Après, bon, je suis passé par les réseaux sociaux, par Facebook, où là j'ai vu qu'il y avait cette possibilité d'être auto-édité. Et donc j'ai fait ce choix. Et là maintenant, je vais participer donc à deux salons du livre, mais des salons physiques. Un à Sijan, dans l'Aude, Mhm. et un donc là, à Sijan, c'est le 21 octobre là, donc bientôt, là, ce mois-ci. Ah, c'est très bientôt, oui. Et l'autre, ça sera le 10 décembre à Vendémian, un petit village dans l'Hérault, dans la moyenne vallée de l'Hérault. Voilà, donc c'est organisé par une association. J'ai rencontré déjà la présidente de l'association, avec qui on a échangé. Voilà, donc, et en plus, je trouve ça intéressant, mais justement, après, de pouvoir rencontrer d'autres auteurs et de se confier nos manuscrits et de pouvoir les lire, s'entraider, d'améliorer notre style. Enfin, voilà, voilà, c'est quand même un exercice et c'est pas évident, hein, c'est pas évident de se lancer et d'oser. Mais en fait, il faut oser, quoi. Il faut oser faire les choses. Oui, 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 oui. Moi, c'est ce que j'expliquais aussi dans une interview où j'étais moi-même interviewé en tant qu'auteur auto-édité. C'est que d'une part, il faut se lancer. Bon, ça, c'est le lot de tout auteur, hein, sur Internet ou sur papier. Ça, c'est le lot de tout auteur. Mais il faut aussi rencontrer une communauté et de gens qui partagent justement les problématiques auxquelles on est confronté pour mieux pouvoir les affronter. Voilà. Ok. Bon, bah c'était intéressant. Ce que je te propose, c'est que bah, là, on retourne sur ton stand et qu'on regarde un peu les couvertures de ton livre. Oui. Allez, on y va. Allez. Alors, allons-y. Euh, J'ai le tome 1, donc c'est Orbita Temporis, donc l'orbite du temps. Voilà, ok. en plus c'est un petit peu anecdotique parce que Je on a je souvent, l'ouvre sur mon, tu vois, le lien, je l'ouvre sur ma caméra comme ça, les, les spectateurs pourront le voir. Voilà, Orbita Temporis. Je suis sur la page, hein, c'est bon. voilà. Donc je disais c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a souvent l'image, ou en tout cas les astrophysiciennes décrivent l'image du temps donc, qui défile linéairement, euh, bien qu'il puisse être courbé par justement des étoiles massives, hein. Hmm. Mais moi, je l'ai fait carrément se recourber sur lui-même, puisqu'on peut, du coup, ici, remonter et voyager dans le temps de cette façon-là. D'accord. Donc, c'est un petit peu aussi le côté fiction où on peut aller au-delà des connaissances scientifiques actuelles et on peut se permettre voilà, des, des astuces en modifiant un petit peu les connaissances qu'on peut avoir de la physique, de l'astrophysique. Ok. Donc, Orbita Temporis. Ensuite, donc le tome 2. C'est Synapse, c'est ça? Le tome 2, oui, c'est Synapse. Ouais, je l'ouvre. Donc, c'est Synapse. Alors là, c'est plus dans l'esprit, parce que j'ai eu donné moi un cours
un cours de programmation Python à des étudiants de l'unité de Montpellier. Ce sont des étudiants du TU Access. En fait, c'est un diplôme universitaire qui permet un accompagnement aux études scientifiques. Généralement, ce sont des étudiants qui viennent d'avoir le bac Mhm. et qui ne savent pas trop vers quelle filière s'orienter en sciences. Et du coup, on leur amène petit à petit des notions de physique, de chimie, d'économie, d'anglais, de biologie. Ils se font une petite idée, est-ce qu'ils ont plus d'affinité pour une matière ou pour une autre? Et Mhm. moi, dans ce contexte-là, donc, j'aurais proposé un cours de programmation Python en prenant des exemples, mais soit basés autour du jeu vidéo, soit basés autour de la création artistique. Donc, comment générer des œuvres d'art numérique à partir d'une séquence de nombres. Donc, on découvre le principe de base de programmation avec des algorithmes, des tests, la manipulation de données, mais dans un but plutôt créatif. Et donc, là-dedans, ben, j'avais des étudiants qui étaient plutôt orientés jeux vidéo, d'autres qui avaient besoin de savoir comment fonctionnait l'intelligence artificielle, enfin voilà, les différents algorithmes utilisés. Et du coup, ben, ça, tout mis bout à bout, ça a créé, comment dire, un univers, un univers avec en plus un joueur, et surtout que j'ai deux garçons, et le plus jeune, bon, était à une période assez addictive là, autour des jeux vidéo, de l'e-sport. Et donc, actuellement, il fait des études donc, de cybersécurité. Et donc, tout ça mis bout à bout, ben, ça a créé l'univers du tome 2 D'accord. avec une société qui est contrôlée par une, une intelligence artificielle complète, quoi, qui surveille les gens, et une population plutôt rebelle qui va se réfugier à la campagne pour essayer de vivre autrement et se détacher de toute cette technologie. Voilà, donc du coup, c'est dans ce sens que je mets en balance un petit peu les vies citadines, urbaines, ultra connectées, avec des vies un peu plus sereines, un peu plus saines à la campagne, des choix de vie complètement différents. Et Ok. justement, les héros, il y a trois héros. Les trois héros là, du tome 2 eh bien, vont faire des choix de vie qui vont les amener à fuir la campagne, mais ils sont poursuivis par des drones qui ont été mis au point par la société qui avait développé justement la capsule temporelle du tome 1. Et c'est comme D'accord. ça qu'on va retrouver des éléments ou certains personnages donc, du tome 1 dans le tome 2. Ok. Voilà. Le tome 3, en fait, il y a donc un des personnages du tome 2 qui s'enfuit et qu'on va 3, le tome 3 en fait, qui s'appellera donc l'héritier des nombres éternels. Là, c'est plus axé sur une approche un petit peu poétique des mathématiques. Comment les mathématiques peuvent être perçues avec derrière de la magie. Et on va se retrouver en fait à manipuler des concepts anciens amenés par le héros qui va redécouvrir de vieux concepts mathématiques perdus dans les livres, sachant que la société a évolué, où on est dans le tout numérique. On sait que ce sont des nombres qui font fonctionner les ordinateurs, mais les gens ne savent plus ce que sont les nombres. Et donc le héros va redécouvrir de vieux concepts mathématiques, et il va y avoir une sorte de bataille plus ou moins mystique, magique entre des forces obscures et les gardiennes des connaissances anciennes. Voilà. D'accord. Ce troisième tome, il est en cours d'écriture? Oui, j'ai quasiment terminé, mais il me faut une relecture. Justement, donc j'ai une collègue qui s'est proposée de, de refaire cette lecture à froid, parce que bon,
quand on a la tête dans les guidons, des fois c'est difficile de se détacher. On a des idées en tête, on pense avoir écrit, mais c'est pas là. Ou il faut lever les incohérences. Enfin, voilà. Il y a tout un travail de relecture à faire et avec une vision un petit peu neutre à l'extérieur, c'est toujours bon d'être après conseillé. Ok. Bon, bah c'était sympa ce tour d'horizon sur ta création. Et puis Merci. donc voilà, on va clore et puis bah, on invite tous les spectateurs qui verront cette vidéo à venir visiter les stands sur le salon des libres auteurs puisque c'est ouvert H24. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a un seul clic, il suffit d'un navigateur, voire même sur un téléphone, on peut se connecter. Et puis bah, le grand jour, ce sera le 16 mars 2024, où là, auteurs et lecteurs seront présents sur les stands pour échanger exactement comme dans un salon du livre IRL, c'est-à-dire comme dans la vie réelle. Voilà, donc Très bien. n'hésitez pas à prendre contact via la chaîne YouTube et si vous voulez rencontrer, enfin discuter avec Laurent, même avant le salon, je vous mettrai en relation via les commentaires, il n'y a aucun souci.